téléspectateurs, ravis d'être avec vous sur l'écran de NAL TV International et aujourd'hui dans cette nouvelle édition de votre émission hebdomadaire Tâche d'encre à votre fenêtre sur le monde culturel. J'ai choisi un sujet très important, il s'agit de l'arbitrage et à vous de présenter cette information. L'arbitrage est un mode extrajudiciaire de résolution des conflits qui consiste à recourir à une tierce personne choisie par les parties pour obtenir une décision impérative. En fait, cette procédure répond ainsi à la volonté des individus d'échapper aux juridictions étatiques afin d'éviter la lenteur, la complexité et même le coût d'une procédure juridique. Et pour avoir plus d'analyse, pour plonger dans la profondeur de ce sujet, j'ai choisi cette œuvre intitulée « Le système d'arbitrage comparé dans les litiges des relations économiques internationales ». C'est une œuvre rédigée par Dr Mohamed Al-Qalyoubi, professeur de droit maritime et commercial. Dr Mohamed Al-Qalyoubi se trouve aujourd'hui au studio de NAL TV International et c'est votre première apparition. C'est pourquoi vous êtes le bienvenu sur NAL TV International, docteur. Merci, monsieur. Merci beaucoup, monsieur. Et ma première question porte sur la notion de l'arbitrage. C'est tout à fait un moyen exceptionnel, un moyen ou un mode extrajudiciaire. C'est une notion ancienne. Elle est maintenant dépassée. L'arbitrage peut être qualifié comme une juridiction privée qui fait la même chose que la juridiction étatique. Ouais. Seulement, il y a une différence majeure. La juridiction étatique est établie par l'État. La juridiction arbitrale est choisie par les parties à un litige. Cela suppose que les parties ont déjà convenu de recourir à l'arbitrage pour résoudre un litige qui peut naître entre elles ou bien qui est déjà né. Oui. Ils peuvent compromettre, c'est-à-dire avoir recours à l'arbitrage s'il y a un litige actuel. Mais normalement, dans les contrats internationaux, les parties cherchent toujours un moyen de résoudre un litige quelconque qui peut naître dans l'avenir entre les deux parties. Ouais. Pour cela, ils conviennent d'une clause d'arbitrage. Normalement, les parties définissent dans cette clause d'arbitrage la procédure selon laquelle l'arbitrage aura lieu et en même temps elle prévoit la procédure de nomination des arbitres. Ouais. Le tribunal arbitral peut consister d'un seul arbitre ou de plusieurs arbitres. Ouais. En droit égyptien, si les arbitres sont nombreux, donc dans ce cas-là, leur nombre doit être impair. Oui. Oui. Sous peine de nullité de l'arbitrage. Oui. Vous avez fait durant cette œuvre ou dans cette œuvre des comparaisons en ce qui concerne l'arbitrage, mais dans les différentes législations de chaque pays ou de principaux pays comme l'Angleterre, la France, mais aussi l'Égypte. C'est pourquoi permettez-moi de passer en revue comment la législation égyptienne voit l'arbitrage en tant qu'une moyenne exceptionnelle pour régler les litiges. La législation égyptienne a toujours comporté des provisions, des
des articles concernant l'arbitrage. La loi actuelle qui a été Qu'est-ce que ça veut promulguée, dire comporter? comporter, c'est-à-dire Rédiger, c'est-à-dire non, inclus dans les lois de procédure civile et commerciale. ouais. Ouais. Le code de procédure civile et commerciale égyptien a toujours compris des provisions des articles concernant l'arbitrage. Ouais. Seulement, à partir des années 90, la politique économique du pays a préféré d'établir une loi spécifique qui concerne uniquement l'arbitrage. Cette loi a été promulguée par la loi numéro 24 de l'année 1994. Ouais. C'est une loi complète. C'est une loi, on peut dire que c'est la loi générale de l'arbitrage en Égypte pour l'instant, à partir de l'année 1994. Ouais. Cette loi comporte tout ce qui est nécessaire pour établir un arbitrage choisi par les parties elles-mêmes. Ouais. C'est un système fondé sur la volonté des parties d'avoir recours à cette mode de résolution des litiges. Ouais. La nécessité de cette loi est liée tout à fait à la nécessité d'avoir des relations économiques internationales prospères, car les parties à des relations économiques internationales préfèrent toujours avoir recours à l'arbitrage au lieu de la juridiction étatique. Bien sûr. Ce sont des parties établies dans des pays différents. Ouais. Donc, chaque partie ignore presque complètement le contenu de la loi de l'autre partie et il n'a pas l'habitude d'avoir recours à la juridiction étatique de l'autre partie. Vous avez même, d'après votre livre, vous avez jeté la lumière sur le fait que dans presque les années 80, il y avait une concurrence entre les États afin de moderniser leur législation nationale. Il dit insérer les voies d'arbitrage afin de régler les litiges économiques et commerciaux. Et selon vous encore, il y avait une nouvelle philosophie de la part des États en ce qui concerne le contrôle et non pas en ce qui concerne l'autorité. C'est-à-dire, les autorités ne vont pas contrôler, mais vont aider les gens et les investisseurs, les importateurs, les exportateurs, afin d'arriver à avoir des liens économiques et commerciaux très liés. Et en fin du compte, le but principal, c'est de résoudre tout à fait rapidement, efficacement, les litiges commerciaux à travers ce voie qui s'appelle l'arbitrage. C'est exact. Mais pourquoi? Le pourquoi ici concerne la nécessité de l'arbitrage. Les relations économiques internationales ne supportent pas la lenteur des juridictions étatiques, ne supportent pas les différences entre les différentes lois étatiques et en même temps la confiance des parties à des relations économiques dans la juridiction étatique n'est pas nécessairement complète. Ils cherchent un moyen rapide, économique, pour régler un litige quelconque qui puisse naître entre
elle, l'arbitrage a été, sur le plan international, établi par la Convention de New York qui a été conclue en 1958. Cette convention est très largement adoptée par les États membres des Nations Unies. Il y a à peu près 120 États qui sont membres, qui sont partis à cette convention. La seconde étape a été la Convention de Washington, conclue en 1965, qui a établi un centre international pour le règlement des litiges entre l'investisseur et l'État dans lequel il investe sa monnaie. Et sur le plan étatique, comme vous l'avez dit, l'Angleterre, par exemple, avait une loi sur l'arbitrage de 1950. Oui, permettez-moi avant d'entrer dans la loi de l'Angleterre. Est-ce que vous pouvez jeter plus de lumière ou nous expliquer comment il y avait un changement dans la philosophie des États vis-à-vis de l'arbitrage, au lieu de l'arbitrage et même l'arbitrage dans le domaine commercial et dans le domaine des investissements. Au lieu d'être un contrôle, non, l'État... Une aide. Ah, c'est devenu... Oui, cela se voit très clairement dans les dispositions de la loi anglaise de 1950 et la loi actuelle qui a été promulguée en 1996. Ouais. 96. La différence est énorme entre les deux lois. La loi de 1950 imposait à l'arbitrage un contrôle judiciaire très serré. La juridiction étatique anglaise avait la possibilité de poser des restrictions et un contrôle très serré sur l'arbitrage. Si on regarde les dispositions de la loi anglaise actuelle, on trouve que le législateur anglais a déterminé d'une manière limitative le pouvoir du tribunal, des tribunaux étatiques anglais à l'égard de l'arbitrage, de sorte que la Cour ou le tribunal anglais est maintenant appelé à aider l'arbitrage, non pas à entraver l'arbitrage. Oui. C'est pourquoi vous avez souligné que le législateur anglais a fait une essentielle modification dans la loi d'arbitrage et qu'il y avait une grande différence entre la loi de 1950 et la loi de 1979. Oui, la loi de 1979 a introduit une modification limitée à la loi de 1950. Mais la philosophie du législateur anglais a complètement changé lorsqu'il a entrepris l'établissement d'une nouvelle loi sur l'arbitrage qui a été promulguée en 1996. Ouais. Le législateur anglais a adopté largement la loi modèle sur l'arbitrage qui a été adoptée par les Nations Unies en 1985. Ouais. Et la loi égyptienne sur l'arbitrage a adopté très largement les dispositions de la loi modèle
qui est adopté par les Nations Unies. Oui, mais même vous avez fait deux remarques à propos de l'attitude de la Cour de cassation ici en Égypte en ce qui concerne les sentences ou le jugement révélé, ou le jugement de l'arbitrage dans les litiges économiques. Oui, notre Cour de cassation anciennement regardé l'arbitrage comme un moyen exceptionnel de résoudre des litiges. Cela peut être accepté même actuellement, car la juridiction étatique a la compétence générale de résoudre les litiges commerciaux, civils et criminels. Oui. Mais pour l'instant, maintenant, sous la loi d'arbitrage égyptienne, l'arbitrage est devenu une juridiction parallèle à la juridiction de l'État. Oui. De sorte que toujours les parties à un contrat commercial ou à un contrat civil peuvent toujours recourir à l'arbitrage et ils ont la liberté d'organiser cet arbitrage d'après leur volonté dans les limites de la loi sur l'arbitrage. Bien sûr, les parties ne peuvent pas contrevenir à une règle d'ordre public, au contraire à la morale générale. Ouais. Mais ils ont une grande liberté d'organiser l'arbitrage essentiellement. Les parties, elles ont la liberté de convenir de l'arbitrage. Oui. Ils ont la liberté de choisir les arbitres. Oui. Et normalement, quand ils choisissent des arbitres, elles tiennent compte de certaines garanties. Conditions spécifiques quand on va choisir un arbitre. En général, un arbitre doit être neutre, indépendant, ne doit jamais donner sa décision en considérant ou bien en tenant compte d'un intérêt quelconque d'une des parties. Oui. Il décide et rend sa décision d'après la loi, Oui. et uniquement la loi. Oui. L'arbitre est un juge. Oui. Il doit se comporter comme un juge, exactement comme un Oui. juge. Il doit être toujours indépendant, neutre et décide d'après la loi. Oui. Dans votre œuvre ou dans votre recherche plutôt, dans la comparaison entre les législations en ce qui concerne l'arbitrage, vous avez même fait deux remarques très importantes. Selon vous, la justice anglaise, par exemple, a pratiqué un grand contrôle sur l'arbitrage dans ses différentes phases. Par exemple, la justice anglaise est tenue à avoir un accord écrit sur l'arbitrage entre les parties du litige afin de connaître leurs intentions et leurs volontés. Cette condition existe toujours et dans toutes les législations. La convention d'arbitrage doit être écrite sous peine de nullité en droit égyptien, sous peine de nullité dans la loi anglaise, sous peine de nullité dans la loi américaine, sous peine de nullité dans la loi française, et dans presque tous les pays, la convention d'arbitrage doit être écrite. Oui. Seulement, la notion de l'écrit diffère d'après l'interprétation propre à chacune des juridictions. Anciennement, sous la loi de 1950, la juridiction anglaise
interpréter d'une manière restrictive le sens de la convention d'arbitrage et la condition qu'elle soit écrite. Oui. Actuellement, le sens de l'écrit sous la loi anglaise est très large. Les parties peuvent écrire leur accord sur l'arbitrage, le signer, mais ils peuvent également convenir oralement de l'arbitrage et demander à quelqu'un d'écrire leur accord sans qu'il soit nécessaire de signer cet accord. Oui. En plus, les parties peuvent, par correspondance, convenir de l'arbitrage. Oui. Le sens de l'écrit comporte maintenant tout écrit que peuvent être établis par un moyen quelconque de communication. Oui. Email, fax, telex, courrier normal, toutes les sortes de correspondances sont acceptables en droit égyptien, en droit anglais et en droit américain également, Oui. en droit français. Oui, et en fait, toujours d'après votre remarque, l'arbitre dans la législation britannique doit avoir des conditions spécifiques. La loi anglaise impose toujours une surveillance sur les arbitres à travers la justice. Et même, vous avez fait une observation très très importante. Selon vous, les cours en Irlande sont plus rigides en ce qui concerne la conduite des arbitres. Oui, ça a été sous la loi de 1950. La loi anglaise continue à exiger que l'arbitre soit neutre, soit indépendant, et sa conduite doit être toujours raisonnable et juste. Ces conditions n'ont pas changé, même sous la loi actuelle anglaise. Seulement, l'interprétation de ces conditions, on peut dire que la justice anglaise n'a plus toute la liberté qu'elle avait sous la loi de 1950 en ce qui concerne la disqualification ou d'exclure un arbitre tant que l'arbitre ne s'est pas montré, ne s'est pas conduit d'une manière injuste ou d'une manière indépendante. La juridiction étatique anglaise sous la loi actuelle encourage toujours la conduite de l'arbitrage et la même chose dans toutes les législations nationales. Il faut que l'arbitre soit neutre, soit indépendant. Il doit conduire la procédure d'arbitrage d'une manière juste, raisonnable et rapidement aussi rapidement que possible. Ouais. En tant qu'un professeur, nous arrivons à la fin de cette édition, mais avant cela, je dois vous poser cette question en tant qu'un professeur de droit maritime et commercial. Et la société, ou plutôt la communauté économique, a besoin ces jours-ci de recourir de plus en plus à l'arbitrage au lieu d'être, au lieu de recourir aux tribunaux étatiques. Est-ce que vous êtes d'accord avec Oui, certainement. Certainement, les relations économiques se développent de jour, se développent d'une manière constante.
Oui. Et l'Égypte mène cette tendance. L'Égypte fait partie d'une communauté internationale. Il n'y a aucun pays qui puisse vivre sur ses propres moyens. Oui. Nous avons besoin de l'autre, l'autre a besoin de nous pour qu'il y ait un langage commun entre les acteurs de relations internationales économiques. Ce langage commun, c'est l'arbitrage. Oui. C'est l'arbitrage. Car l'arbitrage peut être conduit par la langue choisie par les partis. Les partis peuvent convenir d'une langue quelconque qui soit la langue de la procédure arbitrale. Oui, toujours en tant qu'un professeur de droit maritime et commercial. Actuellement, par exemple, il y a un certain litige entre l'Égypte et l'Éthiopie en ce qui concerne le barrage de la Renaissance. Oui. Je suis désolé, je ne peux pas Répondre? Non, je ne peux pas dire quoi que ce soit en ce qui concerne ce litige, car c'est un litige international entre deux États. Donc, alors que l'arbitrage que j'ai traité dans mon ouvrage, c'est un arbitrage privé. C'est un arbitrage entre des parties privées qui n'appartiennent nécessairement pas à l'État. Oui, mais lorsqu'il y a un conflit entre deux États, en tant que deux États, c'est le droit international public qui s'applique. Ce n'est pas le droit privé. Oui, c'est-à-dire... l'arbitrage visé par mon ouvrage, c'est l'arbitrage privé entre des parties qui ne sont pas qualifiées comme États. Donc s'il y aura un litige entre deux États, ce n'est pas l'arbitrage qui a la compétence, mais c'est toujours les tribunaux internationaux. Non, il n'y a pas de tribunaux internationaux. À l'exception de la Cour internationale à La Haye, il n'y a pas de tribunaux internationaux. Un conflit quelconque entre deux États peut être réglé par les moyens choisis par les deux États. Les deux États peuvent convenir de l'arbitrage. Prenons par exemple l'arbitrage d'Ottawa. Ça a été convenu entre deux États, c'est-à-dire l'Égypte et Israël. Ils ont choisi les arbitres, ils ont choisi la procédure arbitrale. Il n'y a aucune règle de droit international qui impose à l'État de recourir à des tribunaux internationaux. Oui. Ils peuvent toujours recourir à l'arbitrage. Oui. Docteur Mohamed Al-Qalyoubi, professeur de droit maritime et commercial, merci beaucoup pour cette rencontre. Et merci, chers téléspectateurs, et bonne suite de nos programmes sur la télé internationale. Merci.